Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de comment maximiser l'acquisition de leads qualifiés avec HubSpot. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. On a pas mal de participants pour cet événement, donc on va laisser le temps à tout le monde de se connecter, donc encore une petite minute ou deux. Entre-temps, si vous pouvez juste nous mettre dans le chat si en termes de son tout est OK pour vous, qu'on puisse s'assurer que tout le monde nous suit bien. Super. Parfait. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Cool, merci. Bonjour Thierry. On va laisser encore une petite minute et on démarre. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Tout le monde commence à arriver tout doucement, donc on va démarrer tranquillement. Déjà, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Du coup, rapidement pour nous présenter, donc moi je suis Stéphane, je suis manager de l'équipe Growth Marketing chez Markentive et donc je suis accompagné aujourd'hui d'Athénaïs que je vais laisser se présenter. Enchantée, bonjour tout le monde, donc Athénaïs, consultante marketing chez Markentive depuis plus de 3 ans. Et puis je suis justement dans l'équipe de Stéphane, donc nous dans notre quotidien, on accompagne les entreprises sur justement la maximisation de l'acquisition et pour nos clients sur les leads qualifiés avec HubSpot. Donc d'où l'intérêt de ce webinaire et d'où l'intérêt que ce soit nous qui le présentions. Donc très rapidement en introduction, le temps aussi que on laisse tout le monde finir d'arriver et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, en quelques chiffres vraiment très rapides, Markentive c'est donc une agence qui a une dizaine d'années, qui compte aujourd'hui plus de environ une quarantaine de consultants et qui accompagne environ 300 clients. Et notamment reconnu aujourd'hui autour d'HubSpot, puisqu'on est HubSpot partenaire élite. Donc aujourd'hui numéro 1 en France et dans le top 10 mondial en tant qu'expert et partenaire HubSpot. D'où l'intérêt évidemment aujourd'hui du webinaire et de vous présenter non seulement évidemment les bonnes pratiques autour de cet objectif de maximisation de l'acquisition, mais également couplé avec l'outil HubSpot. Vous verrez également sur cette slide-là, on vous enverra le deck à la fin du webinaire. Vous aurez accès aussi potentiellement à tous nos avis clients si vous voulez les consulter. Et on intervient aujourd'hui sur des secteurs très variés, globalement de la PME au grand groupe, de l'industriel à la grande consommation. Donc aujourd'hui, c'est de trouver surtout les bonnes mécaniques adaptées à vos problématiques, à vos sujets, et de pouvoir y répondre autour de votre écosystème, qu'il soit avec HubSpot, mais pas que, puisqu'on peut évidemment travailler sur d'autres stacks techniques. Au programme, du coup, aujourd'hui, un programme assez chargé, puisque l'objectif, c'est de vous représenter évidemment la capacité aujourd'hui de travail autour d'HubSpot avec toutes les bonnes pratiques pour développer cette acquisition. Mais avant, évidemment, de parler outils, il faut d'abord parler stratégie, objectif. Et donc, l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est déjà de reprendre ces éléments-là ensemble, qu'on puisse vous les représenter, vous donner un ensemble de bonnes pratiques et de petits tips autour de ça, et qu'on voit ensuite, évidemment, comment traduire tout ça avec des outils et accessoirement, évidemment, avec HubSpot. Et enfin, il y aura une petite phase de questions-réponses en fin de session. Évidemment, si vous avez des questions en cours, on peut les prendre en fonction de la complexité de la question. Soit on y répondra plutôt à la fin, soit on y répondra en cours. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous, on est là pour y répondre en même temps. Premier objectif, première étape, réaliser un état des lieux.
Athénée, je vais te laisser te présenter cette Effectivement, partie. avant de se lancer vraiment à tête perdue dans l'acquisition pure et dure, il est vraiment très important dans un premier temps de faire un état des lieux de l'actuel. Donc, c'est-à-dire reprendre déjà tout ce qui est existant en termes de votre stratégie et en termes de tout ce que vous avez aujourd'hui pour voir où est-ce que vous en êtes, pour faire un état de lieux et pour pouvoir en tirer du coup des conclusions pour pouvoir aller plus loin dans le futur. Donc déjà, nous, dans un premier temps, on recommande toujours de pouvoir analyser, de faire un audit vraiment de l'existant et d'analyser des performances. Dans un premier temps, les performances de tout ce qui va toucher peut-être à votre site web, donc avec des performances de trafic. On va vous recommander par exemple de regarder des KPIs sur vos landing pages, sur vos websites, tels que tout ce qui va être trafic, tout ce qui va être source d'origine, tout ce qui va être soumission de formulaire, pour vraiment mettre de côté tous les chiffres que vous avez aujourd'hui et voir avec quel levier vous allez pouvoir optimiser tout ça. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui va toucher aux KPIs liés aux emails et aussi très important de pouvoir faire un audit de la qualité de votre donnée parce que ça va vraiment être votre data qui va vous permettre d'aller plus loin et de pouvoir optimiser vos chiffres et vos performances de manière générale. Donc, quelques exemples, voir un petit peu le nombre de leads que vous créez aujourd'hui par mois. Comme ça, vous pourrez faire le comparatif, par exemple, dans 6 mois, une fois que tout est lancé, sur où est-ce que vous en êtes, est-ce que les leviers que vous avez activés auront été efficaces. Voir le nombre de leads que vous avez convertis, le nombre d'opportunités que vous avez ouvertes versus celles qui ont été conclues, donc combien est-ce que vous avez perdu aussi au passage, et d'autres chiffres tels que nombre de contacts qui sont opt-in de vos emails, vs ceux qui sont opt-out, des contacts inactifs, et également les rejets que vous pourriez avoir. Donc, est-ce que vos contacts vous donnent de vraies adresses email ou est-ce que vous en perdez en cours de route? Donc ça, c'est assez important. Et du coup, ce qui est aussi très important, ça va être de faire un petit peu un état des lieux de tout ce que vous avez déjà à disposition pour pouvoir identifier également ce qui va pouvoir vous manquer. Donc, on vous a mis sur cette slide une petite checklist pour vous aider à repérer peut-être des premières grandes étapes et ce qui nous paraît, nous, très important de pouvoir avoir pour pouvoir lancer, du coup, une stratégie d'acquisition. Donc, dans un premier temps, déjà, s'assurer d'avoir des buyer personas qui sont récents et clairs parce qu'ils vont vous permettre vraiment de connaître votre cible idéale et son parcours. Donc, c'est en connaissant cette cible et ce parcours que vous allez pouvoir mettre à disposition différents contenus, différents process pour pouvoir récolter des nouveaux contacts. Ensuite, voir si vous avez des contenus qui sont premium ou freemium également, qui sont assez variés et par phase de maturité et par thème. Donc, on verra plus tard les conseils qu'on peut vous donner aussi là-dessus. Très important aussi des formulaires qui seront adaptés pour capter la donnée, parce que sans formulaire, du coup, les contacts vont se retrouver sur votre site internet, mais vous n'aurez pas forcément de moyens de savoir qui c'est, vous n'allez pas pouvoir collecter leur adresse email, ni pouvoir les recontacter derrière, donc des formulaires sont quand même très importants. Puis bien sûr, des landing pages, des emails qui soient bien structurés, des visuels, toujours très important aussi des visuels à votre charte graphique, et bien entendu, des rapports pour pouvoir analyser tous vos KPI. Cette checklist, elle va être extrêmement importante en fait pour évidemment savoir déjà quoi auditer, sur quelle base en fait votre stratégie d'acquisition actuelle s'appuie et ce que vous allez devoir finalement développer. Donc le point de départ, effectivement, c'est un état des lieux, audit, on l'appelle un peu comme on veut. L'idée, c'est évidemment de le pousser plus ou moins loin en fonction de l'état en fait et le point de départ auquel vous positionnez et adapter ensuite évidemment toute la roadmap qui sera mise en place en fonction des objectifs que vous allez vous fixer et des différents leviers que vous allez pouvoir mobiliser. Donc, une fois qu'on a établi l'ensemble effectivement de cette analyse, de cet audit, de cet état des lieux, l'idée, c'est de pouvoir adapter la stratégie. Je précise quand même qu'effectivement, tout ce qui est... on n'est pas obligé de faire un état des lieux à chaque fois qu'on relance une action, mais c'est souvent, on va dire, le point de départ quand on veut finalement essayer de travailler différemment ou de revoir globalement l'action principale et redéfinir un petit peu globalement finalement cette roadmap. Donc, pour revoir la stratégie, évidemment, ce qu'on préconise déjà, c'est de fixer des objectifs qui vont se baser sur les objectifs qui ont déjà été atteints. Et souvent, évidemment, on va se retrouver en tant que marketeur ou en tant que chef d'entreprise à vouloir atteindre une croissance. C'est ce qu'on cherche tous globalement, donc d'atteindre des plus 10, des plus 20, des plus 100, enfin peu importe après l'objectif que vous fixez. Dans tous les cas, quand même, ce qu'on va vous conseiller, c'est plutôt d'avoir des objectifs qui soient réalistes, qui soit précis, qui soit mesurable évidemment et qui soit défini dans un timing. Donc, c'est les objectifs globalement qu'on appelle les objectifs SMART que vous allez pouvoir finalement suivre tout au long de votre acquisition. Donc ça, c'est la première étape, mais elle est vraiment clé puisque chaque
Il ne faut pas simplement se dire mon objectif c'est de faire 50 clients de plus par mois ou plus 30% de clients par année, mais vraiment de découper l'ensemble de la chaîne de valeur qui va vous amener in fine à réaliser la performance business que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire combien de leads, combien de MQL, combien de SQL, combien de notoriété je dois gagner. Enfin, l'ensemble des points d'indicateurs qui vont être importants pour vous seront justement à décortiquer et à fixer en termes d'atteinte. Les personas. Du coup, comme on vous disait en introduction sur la checklist, vraiment avoir des personas qui soient à jour. Des personas, ça va venir... idéalement, c'est quoi? C'est tous les 2-3 ans qu'il est conseillé de pouvoir mettre à jour ces personas parce qu'au final... Si pas d'événements nouveaux, pas de nouveaux produits, pas de nouveaux services, etc., on peut considérer effectivement qu'une remise à jour tous les 2 ans, c'est déjà bien. Et du coup, il est conseillé de pouvoir se servir de template, de tout ce qui touche au persona et au buyer journey, parce que ça va vraiment vous donner une structure pour pouvoir après proposer du contenu adapté dans une stratégie inbound. Donc, nous, chez Marketive, on a quelques templates sur lesquels on peut accompagner dessus. Et donc, dans ces templates, principalement, on va essayer d'évaluer un petit peu donc, qui est le persona d'un point de vue démographique, quels sont ses objectifs, quels sont ses intérêts par rapport à la solution et principalement quels vont être ses challenges et ses freins pour qu'on puisse, nous, avec du contenu derrière, venir essayer de lui donner envie au final et de l'intéresser avec les offres qu'on peut avoir. Pour faire ces personas-là, il y a un ensemble de mécaniques évidemment que vous connaissez sûrement. Il y a des notions quantitatives, une notion qualitative. Ici, on vous a mis quelques outils, en tout cas, que vous pouvez utiliser justement pour construire ces personas-là. L'idée, c'est qu'ils soient le plus représentatifs de votre cible réelle ou de votre cible projetée. Et donc, pour ça, on a aujourd'hui un ensemble d'outils, donc des outils analytics comme du Google Analytics, des outils liés aussi à HubSpot sur justement les sources de trafic, les comportements, etc., qu'on peut monitorer. Et après, il y a un petit outil qu'on aime bien, nous, qui est l'Insight Tag de LinkedIn. Donc, quand vous positionnez le pixel de tracking de LinkedIn, un ensemble d'informations vont remonter dans votre compte publicitaire, qui permet en fait de connaître un petit peu qui sont vos visiteurs, les postes occupés, les fonctions occupées, les entreprises éventuellement, en tout cas en partie, vous avez une visibilité sur les entreprises qui visitent votre site internet, ou une partie, puisque évidemment, en fait, on peut créer ensuite des segments d'audience qui sont différents en fonction des types de pages, des types de services, et donc de connaître finalement un petit peu le profil type qui visite telle ou telle page. Donc, évidemment, pour construire des personas, c'est assez intéressant quand on a ce genre d'infos statistiques. Pour continuer un peu sur la partie stratégie, on ne peut que vous conseiller aussi de faire un point sur vos produits régulièrement et notamment d'utiliser ce qui s'appelle le Lean Canvas qui permet vraiment de pouvoir formaliser tout ce qui va tourner autour du produit. Donc ça, c'est encore une fois vraiment pour vous donner du cadre et pour vous aider à vraiment savoir où est-ce que vous voulez aller, pour qui et comment. C'est vraiment dans ce sens-là, ça fait toujours du bien de pouvoir se poser là-dessus et après de pouvoir entamer une démarche d'A/B testing sur plein de choses. On verra ça après, mais encore une fois, ici, on essaye de voir ce qu'on a et on essaie de tout poser pour savoir où est-ce qu'on va avec. Et c'est vrai que l'objectif après de ces documents qui formalisent en fait l'ensemble de la proposition de valeur, des éléments clés en fait de votre produit ou de votre service, c'est que c'est un document qui évidemment sur lequel tout le monde va s'aligner, donc à la fois la partie commerciale, la partie marketing, la partie direction, et qu'on soit sûr effectivement que l'on parte bien tous dans la bonne direction et qu'on va adapter derrière toute l'acquisition qui se fera en fonction. Un autre point extrêmement clé dans une stratégie d'acquisition, c'est la définition d'une stratégie de contenu. Et souvent, en tout cas, nous on observe que les stratégies de contenu en fait, sont très désordonnées, c'est-à-dire qu'elles ont été faites souvent de manière itérative, empirique aussi, c'est-à-dire qu'on a construit en fonction du moment où on avait des ressources à disposition, parfois on en a un peu moins, donc on arrête un petit peu. On a des ressources qui ne sont pas très expertes, donc typiquement on a un stagiaire, un alternant qui va nous aider, donc il va faire des contenus parfois qui ne sont pas forcément très experts, et puis à un moment on a plus de temps, donc ça nous permet de pousser l'expertise. Mais globalement, on se retrouve in fine avec souvent des contenus qui ne sont pas très structurés et pas forcément, qui ne vont pas forcément répondre à toutes les étapes du tunnel de décision, on va dire globalement, de
de notre prospect. Et donc, l'idée, c'est évidemment de formaliser une stratégie de contenu qui va définir des formats, des volumes, sur lesquels après, on aura étape par étape du tunnel les bons contenus qui pourront être exploités. Et derrière, tout ça, évidemment, rangé dans une content chart. Là, on vous met un petit exemple, mais qui globalement reprend le sujet, le type de contenu associé à ce sujet, le thème associé et à quel persona ça s'adresse et à quelle étape du buyer journey, finalement, on se positionne. Tout ça, ça permet vraiment de s'assurer que l'on ne se retrouve pas avec des phases du buyer journey qui ne sont pas traitées ou mal, finalement pas assez traitées, ou des personas qui sont sous-représentés ou surreprésentés par rapport à notre objectif réel. Et donc, tant qu'on n'a pas posé tout ça en fait dans un tableau ou en tout cas dans un outil, c'est très difficile de se rendre compte parfois d'un déséquilibre dans la stratégie de contenu. Et c'est pourtant ce qui sera extrêmement important pour propulser toute notre acquisition et l'ensemble de la diffusion. Justement, en parlant de diffusion, une fois qu'on a pu poser tous les contenus, tous les assets qu'on a déjà à disposition et qu'il faudra créer, on va pouvoir ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on va diffuser tout ce contenu. Donc, on va avoir d'un côté la diffusion organique, donc sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être LinkedIn, Facebook, Instagram, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir vous permettre de toucher votre cible, mais on va également pouvoir penser à tout ce qui va être diffusion payante. Donc on parle ici de tout ce qui va être SEA, donc Google Ads, Social Ads, etc., etc. Donc il va être assez important de pouvoir définir vos coûts d'acquisition cible et de pouvoir définir aussi les budgets que vous pourrez mettre dans chacun de ces leviers. Donc, levier qu'il va falloir déjà identifier. Et ensuite, une fois que tout cela, les budgets, les coûts d'acquisition sont identifiés, il faudra du coup construire tout le dispositif média autour de cela. C'est ça. Et sur cette partie-là, il y a effectivement globalement les coûts d'acquisition cible, les objectifs que vous avez fixés vont vous permettre de définir globalement des budgets à mobiliser. La réalité, c'est que on observe aussi souvent que c'est plutôt le budget qui guide la stratégie. Et on a parfois, malheureusement, des stratégies qui ne s'adaptent pas au budget, en l'occurrence des audiences, des volumes de recherche. On veut se positionner sur des mots-clés qui sont très larges ou très concurrentiels. On veut se positionner sur des audiences qui sont plusieurs centaines de milliers de personnes avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros. La réalité, c'est que quand on n'a pas le budget suffisant, il faut pouvoir l'adapter. Adapter en tout cas la stratégie à ce budget, sauf si après il y a évidemment des rallonges possibles en termes budgétaires, mais l'objectif étant de maximiser la performance, il faut plutôt construire évidemment à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'adapter votre dispositif média, les audiences que vous ciblez, la taille des audiences à cibler en fonction globalement des budgets que vous avez à disposition. C'est ça, donc avant de vous lancer, vraiment essayez de faire aussi des tests de vos côtés, des tests sur les audiences, sur les performances des mots-clés que vous allez avoir pour voir si tout va rentrer dans vos dynamiques et dans vos budgets. Un point là peut-être qu'on n'a pas abordé, mais parce qu'il est un tout petit peu décorrélé, mais pas tant que ça quand même, mais c'est justement dans cette définition du coût d'acquisition cible, il est extrêmement important puisqu'il va guider globalement demain, en tant que marketeur, vos budgets. Globalement, je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous avez un objectif de 500 clients et que vous avez un coût par client, un coût d'acquisition cible par client à 100 €, vous savez que vous avez a priori 50 000 € de budget d'acquisition. Ça peut comprendre un ensemble, toute la chaîne de valeur liée à cet objectif-là. Mais ça vous permet aussi de construire des objectifs qui soient réalistes et surtout un budget qui soit réaliste par rapport à vos objectifs. Et c'est là où souvent, effectivement, ça peut faire prendre conscience à une direction que les objectifs sont soit trop élevés ou que les budgets sont sous-dimensionnés et de pouvoir réajuster l'un ou l'autre. Et dans cette définition du coût d'acquisition et de à combien je suis prêt finalement à payer un client, nous on vous conseille aussi de beaucoup miser sur la lifetime value, donc globalement la valeur que va vous apporter un client sur toute cette durée de vie sur vos services ou sur vos produits, puisque c'est bien là-dessus qu'il faudra calculer demain l'acquisition. Si un client reste en moyenne 3 ans chez vous, on ne peut pas juste considérer que la première vente ou le premier contrat est uniquement le contrat sur lequel on doit investir pour aller chercher ce nouveau client. Sur la partie diffusion, un dernier point, je crois, c'est le dernier slide. Après, on rentre dans le un peu plus concret.
Quand on est avec, alors ça fonctionne avec HubSpot, ça peut fonctionner aussi avec d'autres écosystèmes. En tout cas, là, avec HubSpot, je pense qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs, j'imagine, qui ont HubSpot. On a des connexions natives, en fait, avec un certain nombre d'outils déjà du marché, donc Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, sont déjà connectables, on va dire, à HubSpot. Et pour faire remonter justement toute cette donnée dans l'outil, assurer le suivi des leads, assurer la mesure de la rentabilité de vos campagnes, etc. Mais aussi, après, derrière, capitaliser sur cet outil qui est votre CRM et votre outil de marketing automation pour justement créer des audiences, mesurer de l'activité hors ligne. Donc, ce qu'on appelle de l'activité hors ligne, c'est globalement un lead qui devient un client, ne devient pas forcément un client via un achat sur Internet, peut devenir client via un process commercial qui va se passer via téléphone, via email, etc. Et un autre canal qui sera finalement déconnecté de votre régie publicitaire. Donc tout ça va en fait assurer finalement la connexion de l'ensemble de vos canaux d'acquisition avec votre outil de mesure, votre outil business que sera votre CRM. Donc voilà, là-dessus, on vous conseille évidemment de connecter l'ensemble de ces régies-là et de suivre, d'exploiter en tout cas au maximum votre outil autour de ça. Pour rentrer, je ne vais pas dire dans le vif du sujet, parce que globalement, on a quand même pas mal de... on est quand même rentré dans ce sujet-là. Mais en tout cas, d'un point de vue concret, globalement, aujourd'hui, on va capitaliser sur un ensemble de choses. Le premier, c'est des assets, puisque pour avoir une acquisition, il vous faut des assets qui soient performants. Et donc, pour ça, il y en a un certain nombre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, du coup, je laisse peut-être Anaïs présenter celui-ci. Le premier asset qui va être important de construire, ça va être tout ce qui va toucher au landing page. Donc, vraiment, une landing page, ça va être une page à part de votre site qui va pouvoir vous permettre d'insérer un formulaire et de pouvoir collecter des nouveaux contacts. Donc, comme dit ici, vraiment les landing pages, ça vous permet d'apporter aussi une réponse spécifique et personnalisée à un contexte de campagne et aussi et surtout de développer une performance SEO sur un thème donné, sur une offre, sur un service ou même sur du contenu vraiment spécifique. Donc, toutes ces landing pages, elles sont assez simples à développer, notamment avec HubSpot, mais ce qu'il va falloir vraiment faire pour aller un petit peu au-delà et au-dessus de la simplicité, déjà dans un premier temps, c'est vraiment de penser personnalisation, afin de personnaliser cette page à votre cible et à votre objectif. On va prendre un exemple simple. Sur votre landing page, vous voulez mettre en avant un contenu premium, donc par exemple un livre blanc. Un livre blanc, l'objectif, ça va vraiment être de s'assurer que la landing page détaille suffisamment ce que va contenir ce livre blanc pour donner envie au contact de pouvoir de soumettre le formulaire pour pouvoir récupérer ce livre blanc. S'il ne voit pas forcément d'intérêt, si c'est pas suffisamment détaillé, s'il n'a pas vraiment la valeur de ce contenu, on a des risques d'avoir des pertes un petit peu de conversion. Ce qui est aussi très important avec les landing pages, une fois qu'elles sont lancées, eh bien sûr, il faut analyser les performances sur les KPI définis pour voir du coup s'il faut ajuster, s'il faut optimiser. Toujours tester grâce à des petites modifications. Il suffit parfois juste de changer un élément, changer un wording, changer une couleur, changer peut-être le wording sur le CTA du téléchargement pour pouvoir inciter plus à la conversion. Et toujours, on vous dira, optimisez vos landing pages. C'est quelque chose qui ne reste pas fixe. L'objectif, c'est toujours d'aller de l'avant et de maximiser vraiment ces résultats. Donc, l'optimisation est clé, notamment dans une démarche growth où l'objectif, c'est vraiment d'AB tester un maximum d'éléments. Avec HubSpot, on a toujours des petits plus, si on peut dire, des petites choses qui font qu'HubSpot est quand même assez pertinent pour la création des landing pages. C'est vraiment le suivi caractéristique des landing pages où on va avoir beaucoup de data, beaucoup de données, mais également la mise en place de modifications et de tests qui sont simples. Vraiment, en quelques clics, on peut faire tout ce qui va être A/B testing, on va pouvoir modifier le wording. On a maintenant aussi la possibilité d'avoir des pages qui sont assez drag and dropables sur HubSpot, donc ce qui est assez simple pour tout ce qui va être modification. Peut-être juste pour préciser sur cette, petit point sur cette partie-là, quand on dit effectivement tester de petites modifications, c'est simplement aussi pour éviter de tester trop de modifications d'un coup, parce qu'après sinon en fait on n'est pas en capacité de savoir quelle modification a un impact si on change la couleur, on change le CTA, on change l'image, le texte. Évidemment, cette logique d'A/B testing ne fonctionne pas quand on modifie trop de variables d'un coup. Et ce qui va être très important aussi, c'est ce qu'on observe nous parfois dans les mauvaises pratiques, c'est qu'on va utiliser la même landing page, quelle que soit la campagne, quelle que soit la cible.
Alors qu'en fait, quand on est sur une campagne LinkedIn et qu'on a segmenté une approche marketing, une approche commerciale, etc., le wording doit nécessairement être différent, l'approche visuelle peut l'être également, puisque la proposition de valeur ne sera pas toujours la même. Donc, il y a un vrai travail dans la personnalisation et dans la duplication, on va dire, de ces landing pages, avec justement cette personnalisation qui sera peut-être plus simple avec des outils comme HubSpot. Les articles de blog, donc un autre asset de campagne qui va lui plutôt intervenir, qui peut intervenir dans plusieurs cadres. Hein. Évidemment, le premier cadre des articles, ce qu'on a en tête, c'est que ça va nous permettre de générer un trafic et se positionner en tout cas via du référencement naturel. C'est principalement l'utilisation qu'on a des articles de blog, mais ça permet aussi évidemment de travailler sur l'expertise de vos produits, de votre service, de votre entreprise, de la diffuser aussi dans vos contenus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une matière globalement qui va renforcer votre vision, on va dire la vision qu'ont vos clients ou prospects de votre expertise. Et évidemment, ça permet d'être un contenu qui sera un moyen de rediriger vers des formulaires, puisque voilà, on ne fait pas ça juste pour le plaisir d'informer. Très peu de vous, je pense, sont des médias où l'idée, c'est juste d'informer et de générer un trafic, de la visibilité sur des contenus. Là, on fait ça évidemment plutôt sur un aspect de captation d'un nouveau prospect. Et donc, si on ne lui propose pas, comme le disait tout à l'heure Athénaïs, un formulaire ou en tout cas un moyen de nous donner un peu d'informations, bien évidemment, on n'en récoltera jamais. Donc, nous, on vous conseille autour de ces articles de blog de diversifier vos prises de parole, diversifier vos thématiques, d'avoir des articles complets. Alors, complets et 500 mots, ça ne va pas trop ensemble parce que généralement, quand on a des articles complets, il faut plutôt 800 ou 1000 mots. Mais nous, on vous conseille à minima 500 mots, plutôt pour des logiques de référencement. Ça ne veut pas dire qu'un article de 300 mots ne peut pas fonctionner. Mais voilà, on observe que globalement, plus on a de contenu à l'intérieur d'un article, plus il a tendance à bien se positionner. Intégrer des médias et varier les médias que vous avez dans vos articles, ça participe aussi au référencement, mais ça participe surtout à l'expérience de l'utilisateur. Intégrer des sitiers et varier ces sitiers-là, c'est pas forcément des boutons, ça peut être des liens hypertextes, ça peut être des images. Voilà, tout ça, ça participe aussi à essayer d'amener du trafic vers vos formulaires. Et une fois que ces contenus sont créés, évidemment, il faut les optimiser. Donc, il faut en suivre la performance de génération de trafic, sur quels mots-clés vous vous positionnez sur ces articles, et donc pouvoir travailler en permanence à l'optimisation si, évidemment, ils ne remplissent pas déjà les objectifs attendus. HubSpot, sur cette dimension article, va nous aider beaucoup, en particulier sur tout ce qui est suivi de performance, parce que comme pour le landing page, on aura une visibilité précise de ce que génère finalement l'article en termes de business, globalement. Ça permet aussi d'intégrer facilement l'ensemble de vos sitiers. Vous avez votre bibliothèque de sitiers et ça prend quelques instants pour l'intégrer au sein d'un article. Et aussi, ça permet de déclencher un ensemble d'actions. Quand un contact identifié vient visiter un article que vous avez flagué, entre guillemets, comme ultra stratégique dans un cadre bien précis, ça permettra de déclencher des actions, un envoi d'email, une modification du scoring, un pop-up, etc., etc. Un autre asset à construire qui va un petit peu de pair avec les landing pages et qui va aussi parfaitement de pair avec les articles de blog, parce qu'on va pouvoir se servir des articles pour pouvoir pousser sur un contenu premium. Donc, c'est vraiment, on entend par là, des ressources sur lesquelles s'appuyer et sur lesquelles, qui seront du coup téléchargeables. Dans l'idée, c'est vraiment ce qu'on entend par contenu premium. C'est un gated content dans lequel, du coup, l'objectif, c'est que pour qu'un prospect puisse le recevoir, il doit avoir fourni quelque chose en échange et il s'agit... Ici, on parle bien de l'adresse email. Donc, ces ressources, en général, on va s'en servir pour fournir en fait du contenu éducatif. Il va s'agir par exemple d'études de cas, ça peut être des infographies, ça peut être des livres blancs, ça peut être des replays de webinars. Donc, vraiment, vous avez des multitudes de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Petite chose à ne pas oublier, c'est que si on met un formulaire derrière une ressource, toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va demander au client en échange, au prospect en échange de cette ressource. Ça ne sert à rien d'avoir un formulaire vraiment très complet comme un formulaire de contact, alors que derrière, il s'engage juste pour une ressource. Il ne veut pas encore s'engager avec des commerciaux, il ne veut pas forcément être appelé, donc il faut vraiment garder ça un petit peu en tête.
Toujours des plus avec HubSpot, donc HubSpot nous aide vraiment beaucoup là-dessus. Toujours au niveau des suivis des performances, une des grandes forces d'HubSpot, ça va vraiment être l'accès à tous ces reportings sur les différents assets qui peuvent être construits. Mais également, on va pouvoir déclencher également des actions sur et lors des interactions avec les contenus tels que des emails, des pop-up et des scoring. On peut vraiment faire plein d'automatisation derrière des landing pages. Une partie qui est très souvent sous-estimée, parfois un peu même maltraitée, on va dire. Globalement, nous, quand on arrive sur des nouveaux comptes, on s'aperçoit que on a des formulaires c'est un peu toujours les mêmes formulaires et on n'exploite pas toutes les fonctionnalités possibles qu'on a autour de ça. Puisque l'objectif du formulaire, comme l'a dit juste un instant Athénaïs, c'est bien de récolter une information qui est proportionnelle, enfin en tout cas le nombre d'informations est proportionnel au contenu, à la qualité du contenu et à ce qu'on va trouver derrière. Et l'adaptation finalement par niveau de maturité du prospect est clé aujourd'hui pour maximiser l'acquisition de ces contacts qui pourront évidemment ensuite être qualifiés ou en tout cas scorés par votre travail de nurturing. C'est là où le nurturing va finalement jouer son rôle de qualification d'un contact pour évidemment pouvoir emmener vers les sales, les contacts les plus pertinents à être traités de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, c'est de se positionner sur sa stratégie de formulaire. Quel type de contenu j'ai et qu'est-ce que je demande comme information en contrepartie, et sur les contenus qui sont à faible valeur ajoutée, comment je fais pour demain acquérir plus d'informations. Typiquement, par exemple, le formulaire le plus basique qu'on demande souvent, c'est le formulaire de newsletter qui très souvent n'est uniquement un email. Comment demain je fais pour que cet email-là, j'arrive à le qualifier et ce lead basique, on va dire, j'arrive à en faire quelque chose d'un peu plus qualifié pour mon équipe marketing et mon équipe commerciale. Globalement, autour de ces formulaires, il va falloir, pour les rendre performants, les placer à des endroits qui sont appropriés, donc en haut de page, sur le côté, dans un pop-up. L'endroit approprié, il n'y a pas d'endroit type, il y a des endroits sur lesquels on sait qu'ils ont tendance à mieux fonctionner. Par contre, il n'y a que le test qui permet de valider que pour votre audience, dans ce cas-là, dans ce cadre précis par rapport à telle campagne, le formulaire placé de telle manière a mieux fonctionné qu'un autre. Mais en tout cas, c'est un point qu'il va falloir monitorer. En fait, c'est potentiellement, si vous venez tester l'endroit le positionnement de votre formulaire, est-ce que ça a un impact sur la soumission. Les intégrer dans des workflows, donc quand il y a un formulaire qui est soumis, pouvoir avoir des emails de remerciement, l'envoi d'un contenu, un mail de prise de rendez-vous, enfin voilà, tout ce qui va suivre finalement la complétion d'un formulaire, c'est un moyen évidemment de vérifier que l'email est juste, parce que très souvent on peut se retrouver après avec des emails qui sont pas qualitatifs, qui ne fonctionnent pas, un mauvais email, etc. Des tests, @test, voilà, ce genre de choses qu'on veut évidemment ne pas avoir dans une base de contact. Comme je disais, ce qui va être très important, c'est d'avoir des types de formulaires par niveau de maturité. Donc, ça permet finalement de maximiser la captation du lead et ça permet aussi derrière de travailler la segmentation plus facilement quand on a ces formulaires qui sont créés de cette manière. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'utiliser des champs cachés, des champs progressifs. Donc là, c'est des fonctionnalités d'HubSpot sur les formulaires. Le champ caché va permettre qui va se remplir automatiquement en fonction d'éléments qu'on aura définis, qui va permettre de mieux segmenter aussi notre base, de fournir des informations complémentaires comme le type de page le type de page sur lequel le formulaire a été soumis, faire passer des exemples, des informations liées à du persona. Voilà, ça permet de qualifier en fait le contact. Autre exemple, si par exemple le contact va soumettre un formulaire de demande de démo ou de demande de contact, on saura qu'il est beaucoup plus qualifié qu'un contact qui aura soumis juste un formulaire de ressources. Donc, on pourra par exemple prédéfinir que s'il soumet un formulaire de contact en champ caché, on mettra qu'il est plus avancé dans sa phase de cycle de vie que quelqu'un qui vient de soumettre un formulaire de ressources. Et ça va nous permettre du coup derrière de pouvoir déclencher, comme disait Stéphane, des workflows et des automatisations derrière tout ce processus. Les champs progressifs sont aussi souvent sous-exploités. Le champ progressif, c'est donc un champ qui n'apparaît qu'à partir du moment qui vient en remplacement d'un champ déjà connu. Et ça évite en fait de redemander des informations que l'on connaît déjà sur un contact. On n'a pas besoin de récolter à chaque fois son nom, son prénom, son entreprise, son poste. Donc ça permet en fait de continuer à enrichir la connaissance que l'on a sur un contact déjà connu
sans rajouter un nombre de champs en fait, supplémentaires. On considère aujourd'hui que le bon nombre de champs, c'est 6 à 7 maximum. Et honnêtement, on voit même que ça marche mieux avec moins, évidemment. Donc, moins on en demande, plus on sera en capacité de générer des leads. Et après, la qualification, on peut la faire justement via ces champs progressifs pour faire descendre ce contact dans son life cycle stage. Et après, il y a également des champs dépendants qui peuvent être utilisés pour... pour aller plus loin en fonction de certaines questions qui peuvent être posées. Par exemple, on va vouloir avoir d'autres types d'informations en fonction de l'offre qu'il aura sélectionnée ou en fonction de son intérêt sur un sujet ou sur un autre. C'est vraiment pour développer le formulaire en fonction d'un type de questions posées. Et ça évite déjà visuellement de rendre le formulaire très lourd avec plein de questions. La question ou l'élément supplémentaire ne s'affiche qu'à partir du moment où un élément préalable est sélectionné. Autre petit plus d'HubSpot sur les formulaires qu'on a testé récemment, c'était de faire par étapes également. Tu peux faire un formulaire avec step 1, tu complètes, tu mets suivant et ensuite une deuxième partie de formulaire. Donc pareil, ça rend le formulaire un peu moins long et un petit peu plus interactif. Voilà pour cette petite aparté. Et du coup, le dernier asset autour duquel on ne peut pas passer à côté, ça va vraiment être les emails. Donc, il faut absolument repasser sur ces emails pour s'assurer qu'ils sont bien à la charte, qu'ils sont bien structurés, parce qu'ils vont vraiment permettre de communiquer régulièrement avec vos contacts, de qualifier votre base et forcément de fournir du contenu intéressant pour vos prospects. Donc, quand on va retravailler les emails, très important de retravailler le design, que ce soit sur la disposition, sur la charte graphique, de voir où est-ce qu'on va pouvoir placer les CTA. Nous, en général, on recommande toujours de placer un CTA le plus haut possible, notamment pour être visible dès l'ouverture, que ce soit au niveau de l'ouverture sur ordinateur ou sur mobile. On va aussi recommander d'ajouter des jetons de personnalisation. Donc, ça va être de faire appel en fait à une propriété qu'on va avoir dans le CRM pour qu'il puisse se personnaliser en fonction de à qui l'email est envoyé. Les jetons qu'on va retrouver régulièrement, ça va être par exemple le prénom de la personne, ça va être par exemple son job title ou encore le nom de l'entreprise. Et tout de suite, la personne sent qu'on s'adresse vraiment à elle et c'est tout de suite plus intéressant qu'un email vraiment purement automatisé et lambda. Et quelque chose qu'on ne pourra jamais trop vous recommander, c'est de toujours tester votre email avant envoi pour s'assurer qu'il apparaît bien comme il est censé apparaître et que tous les éléments de personnalisation que vous avez pu insérer fonctionnent. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas particulièrement. Donc, juste HubSpot est aussi assez très bien pour tout ce qui va être email parce qu'encore une fois, on va pouvoir utiliser le drag and drop, donc ce qui est très facile et très pratique pour pouvoir préparer et personnaliser ses emails. Et il a été pensé aussi de façon à ce qu'il soit adapté pour tout type de boîte de réception les plus communes, donc tout ce qui va être Gmail ou Outlook. On les reçoit plutôt bien. HubSpot va pouvoir permettre aussi d'AB tester et d'utiliser du contenu dynamique. Donc, on va pouvoir faire des versions A et B des emails pour pouvoir les envoyer et voir laquelle fonctionnera le mieux, et également ajouter des contenus dynamiques. Donc, on en reparlera un tout petit peu plus tard sur le webinaire, et également de pouvoir créer des emails ordinaires ainsi que des emails automatisés qui seront utilisés pour tout ce qui va toucher au workflow. Donc, avoir plusieurs types d'emails. Quand on va passer ensuite à la phase de diffusion, donc là, on vous a mis un ensemble de leviers, évidemment, qui sont les leviers les plus courants aujourd'hui pour générer et maximiser l'acquisition de leads. Donc, le premier point, évidemment, c'est le référencement naturel. Aujourd'hui, ça vous permet évidemment de travailler sur un canal qui dure dans le temps, donc voilà, travailler sur la visibilité de vos contenus de manière pérenne, même si les algorithmes de Google peuvent changer et peuvent mettre à mal votre référencement. Globalement, c'est un levier qui est normalement plutôt stable. En termes d'investissement, normalement, on n'est pas trop à risque quand on respecte les bonnes pratiques pour capitaliser, on va dire, dans le temps sur ce trafic qui va se générer. Donc pour ça, évidemment, il y a une phase d'optimisation, il y a une phase de construction de stratégie de référencement qui va être important, et surtout aussi d'avoir une logique de suivi, de monitoring de la performance, puisqu'elle évolue en fait en permanence, et aussi un suivi technique. Donc là-dessus, HubSpot va vous aider sur pas mal de sujets. Donc déjà, sur toute la dimension technique, il y a un outil en fait qui permet, il y a un suivi qui est fait sur les erreurs principales, sur des problématiques de balises, sur des problématiques de textes alternatifs, d'images, etc. Donc ça vous permet de suivre globalement un peu la santé de votre site. Et après, vous avez aussi des fonctionnalités qui vous permettent de construire sur des bases
un peu schématique, hein, donc un cocon sémantique, donc globalement autour d'une thématique, relier un ensemble de pages les unes entre elles et voir un peu la performance que vous êtes en capacité de générer sur ce cocon sémantique. Donc ça vous donne finalement une visibilité sur parfois des choses qui ne sont pas toujours simples en fait à visualiser. Donc ça permet de visualiser finalement un peu la construction de votre site et d'un ensemble de pages entre elles. Donc les plus d'HubSpot sur la partie SEO, c'est justement ce que je viens de dire, hein. Donc c'est faciliter la construction de ces cocons sémantiques et le suivi de performance. Des recommandations d'optimisation on-page, donc globalement quand vous allez rédiger un article, quand vous allez construire une page, ça va vous donner, est-ce que votre titre est de la bonne taille, la description de la bonne taille, est-ce que le mot-clé principal est présent, ça vous donne, ça reste un premier niveau d'analyse. Il ne faut pas non plus prendre tout au pied de la lettre comme tout outil. Il faut être capable de s'en extraire un petit peu, mais ça vous donne déjà une première version pour être en capacité de savoir si vous partez dans la bonne direction ou non. Et après, toute la partie suivi et analyse technique également. On en parlait en première partie, mais un des moyens de diffusion qu'on aura le plus souvent aussi, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il va être très important de pouvoir maximiser vos présences dessus et de communiquer régulièrement sur ces réseaux, parce que ça va vraiment vous permettre d'accroître votre visibilité et de développer notamment votre positionnement d'expert en fonction de votre offre. Quelques conseils pour vous aider à accroître cette performance, ça va être de bien planifier votre stratégie de contenu. Donc, une fois que vous avez développé toutes vos landing pages, tous vos contenus premium et freemium, d'établir quand est-ce que vous allez les planifier, quelle sera la logique, est-ce que vous aurez un fil rouge sur vos réseaux sociaux. Ça va être aussi de diversifier les formats pour valoriser les contenus. Donc, il va y avoir les posts effectivement avec une image intégrée, mais on peut aussi utiliser tout ce qui va être du carrousel, essayer de faire des vidéos, essayer de mettre plutôt sous format d'infographie, tester différents types de visuels aussi en fonction du type d'entreprise dans lequel vous travaillez. Peut-être qu'il y a des visuels photos qui fonctionneront mieux, d'autres ça va être plutôt des visuels assez techniques avec des schémas. Il faut vraiment tester pour voir ce qui fonctionnera le mieux et ce qui aura le plus d'impact. Et bien sûr, publier régulièrement pour que les algorithmes vous fassent aussi régulièrement ressortir auprès de l'audience. Donc, les plus d'HubSpot, une fois qu'on a connecté ces réseaux sociaux à HubSpot, vous allez pouvoir vraiment centraliser toute la communication dessus. Vous allez avoir aussi un format un petit peu de planning pour pouvoir, si vous voulez passer sur la publication directement depuis HubSpot, créer tous vos posts, les mettre en brouillon et du coup, planifier aussi la publication. Et enfin, vous avez également aussi toute une notion de suivi des performances depuis HubSpot. Elle est assez intéressante. Après, ça peut toujours être intéressant de pouvoir aussi coupler avec les autres informations que vous avez directement depuis les réseaux sociaux. La partie ads, donc là, on a fait ads au sens large, hein, puisque on pourrait faire un webinaire juste sur cette partie-là si on le voulait. Donc là, c'est vous donner un peu juste une vision un peu globale, mais le rôle de la partie ads dans la génération de leads, ça va être évidemment d'avoir une notion d'instantanéité. On fait de la promotion en direct d'un contenu, on capte un trafic en recherche à un instant T. Donc on va le capter, on va le faire venir sur notre site. L'idée, c'est évidemment qu'il devienne un contact. Donc l'avantage aujourd'hui, globalement, ce qu'on va vous préconiser autour de la partie ads, c'est évidemment de travailler sur des audiences les plus pertinentes. Vous me direz, c'est plutôt une évidence. Mais il y a parfois, effectivement, du fait d'une mauvaise segmentation des personas, segmentation des cibles, on se retrouve avec des campagnes très génériques ou très globales, alors qu'il y a il y a un vrai intérêt et un vrai objectif de toute façon à segmenter des campagnes par typologie de cibles, de propositions de valeur qu'on va pouvoir aussi adapter et travailler aussi sur du retargeting et de l'audience similaire, qui seront évidemment un ensemble d'audiences complémentaires que vous allez pouvoir toucher au-delà des audiences que vous avez vous-même, on va dire, sélectionnées. Il est important évidemment de suivre la performance comme tout investissement marketing, mais encore plus en tout cas avec l'AD, parce qu'il y a vraiment une exigence généralement de la part des directions, marketing sur globalement aujourd'hui je mets 1 euro, combien ça me génère en termes de performance, en termes de ROI. Donc ça c'est extrêmement clé de mettre en place tous ces éléments-là. Évidemment aussi exploiter vos données CRM. Demain, l'année prochaine, dans les prochaines années, globalement on va mettre un terme à tout ce qui est cookies tiers, le tracking, etc. Donc, il va falloir qu'on soit en capacité, en tant que marketeur, de toucher nos cibles, de récolter nos informations d'une autre manière. Et c'est là le rôle après des données first party, donc des données que vous possédez. Et en l'occurrence, vos données CRM, évidemment, vous appartiennent. Et je vais y revenir juste
faire un petit point après là-dessus. Mais globalement aussi, il va être important de suivre votre retour sur investissement. Les plus d'HubSpot sur cette dimension ads, c'est justement ces connexions natives qu'on évoquait tout à l'heure, qui permettent justement de connecter vos régies publicitaires. Et donc là, on vous a mis une petite capture d'écran que certains connaissent sûrement, qui globalement centralise un petit peu les données issues de vos régies publicitaires. Donc ça, c'est purement de la visibilité et du suivi, puisque ensuite on a les contacts générés et leur évolution globalement dans le life cycle stage, où ils en sont, est-ce qu'ils sont en opportunité, est-ce qu'ils sont en client, combien m'a coûté cette opportunité, combien m'a coûté ce MQL, combien m'a coûté ce client, etc., etc. Et évidemment, le retour sur investissement associé. Donc ça, c'est vraiment une notion de suivi. Mais là où c'est encore plus intéressant et encore plus pertinent d'avoir connecté ces régies avec HubSpot, c'est que vous allez pouvoir créer des audiences sur la base des données issues de votre CRM, donc une liste d'audience, une liste de contacts prédéfinie, et cette liste de contacts va pouvoir être réinjectée dans la régie publicitaire de par cette connexion-là. Pas besoin d'exporter la donnée, de la réinjecter sous forme d'un CSV, etc. Tout se fait en temps réel et sans besoin de manipuler la donnée. Donc d'un point de vue RGPD, c'est plutôt bien aussi. On ne stocke pas de données sur des PC, etc. Et ensuite, cette audience va pouvoir vous permettre de faire du retargeting, donc recibler des gens qui sont aujourd'hui des contacts et que vous voulez adresser sur une communication publicitaire bien particulière, ou alors de créer des audiences similaires, c'est-à-dire sur la base de votre audience source, créer une audience qui est globalement a les mêmes caractéristiques, a les mêmes problématiques, et en fait fournir cette information à la régie publicitaire pour qu'elle trouve des personnes qui a priori pourraient devenir vos clients. Autre cas d'usage qui est extrêmement intéressant, je terminerai là-dessus sur la partie audience, mais quand on est sur des cas d'usage de marketing défensif, c'est-à-dire qu'on a peur que notre client parte à la concurrence, on peut très bien sur des régies comme Google Ads en fait se positionner sur des mots-clés très précis, uniquement sur votre audience cliente. Je vous prends un exemple très concret, j'ai travaillé par le passé pour des banques. Quand un client qui est connu en tant que client bancaire dans ma banque, si je l'ai mis dans mon audience, on va dire marketing défensif, si demain ce client fait une recherche de prêt immobilier dans Google, je veux m'afficher de manière privilégiée pour avoir justement une rétention de ce client-là. C'est une capacité qu'on a en fait justement à protéger ses clients et faire en sorte en fait, de leur proposer en fait, nos solutions plutôt qu'ils aillent voir à la concurrence, soit parce qu'ils ne connaissaient pas la solution qu'on proposait, soit simplement parce qu'ils pensent peut-être aller voir ailleurs. Donc voilà, les capacités sont grandes et c'est pas juste effectivement de la connexion. Après, derrière, il y a de la stratégie. L'outil le permet. Après, c'est à quelle fin on va s'en servir. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt pour la partie conversion, où là, on va pouvoir mesurer en fait certaines choses, notamment l'évolution dans le life cycle stage. Donc, un MQL qui devient opportunité, qui devient client, sont des événements de conversion que l'on peut paramétrer dans HubSpot et qui pourront du coup remonter dans les régies publicitaires, à l'heure actuelle uniquement Google Ads, demain, très prochainement, en tout cas c'est une bêta qui devrait être déployée prochainement, également sur LinkedIn, donc suivre en fait l'état, le stade du life cycle stage depuis vos régies publicitaires en fonction de vos différentes campagnes, et donc ainsi nourrir l'ensemble des algorithmes. Un des derniers moyens de diffusion dont on va parler aujourd'hui, c'est forcément l'emailing. On en parle depuis le début, ça reste quand même un élément clé dans toute stratégie, puisque c'est avec ça qu'on va notamment beaucoup communiquer avec notre base. Et donc, utiliser les emailing va notamment permettre d'accroître la visibilité de vos nouveaux contenus, de vos nouveaux produits, de vos nouveaux services au sein déjà de votre base de données prospects et clients. Donc, c'est quand même un point à ne pas négliger. C'est grâce notamment aux emailing que vous allez pouvoir diffuser pas mal de nouveautés, que ce soit via des newsletters ou via d'autres types d'emailing spécifiques. Donc, forcément, pour en développer la performance, il va falloir toujours bien travailler vos segments et votre ciblage pour pouvoir envoyer les bons contenus aux bonnes personnes au bon moment. Ça fait un peu vraiment partie de tout ce qui est stratégie, marketing et inbound. Pour cela, vous allez pouvoir notamment utiliser des listes qui sont quand même assez bien faites dans HubSpot. On peut aller vraiment très loin dans la partie vraiment segmentation grâce à ça. Toujours personnaliser le contenu avec les données CRM, on en parlait tout à l'heure, utiliser notamment les jetons de personnalisation.
Et enfin, nous, c'est un conseil qu'on donne plutôt à nos clients, c'est quand même essayer de limiter le nombre de CTA pour encourager le contact vraiment à une action précise, pour pas qu'ils partent un petit peu dans tous les sens, qu'on aille vraiment à l'essentiel. Ça va être de limiter à 2-3 CTA différents, grand maximum en fait. Et donc, les petits plus d'UpSpot à ce niveau-là, encore une fois, c'est l'analyse des KPI, au niveau des emails, au niveau des campagnes, l'utilisation des jetons personnalisés, comme on en parlait tout à l'heure aussi, du contenu dynamique qu'on peut mettre dans un email, et également l'utilisation des listes qui vont permettre de croiser les données. Pour maximiser la performance, évidemment, on a des outils dans HubSpot, ou en tout cas des mécaniques marketing pour justement aller plus loin. On a généré un trafic a priori de qualité, comment on fait en sorte qu'il soit mieux accueilli et plus en capacité de transformer. Pour ça, on a un ensemble de mécaniques. La première, c'est la personnalisation du contenu. Donc, comme l'évoquait à l'instant Athénaïs, on a les jetons de personnalisation pour les emails, par exemple, qu'on va pouvoir justement adresser de manière un peu plus personnalisée. Et on a aussi du smart content. Donc, on va pouvoir en fait modifier le contenu ou des éléments globalement d'une landing page en fonction de qui s'y connecte, en fonction de la source de trafic, en fonction d'un UTM de campagne. Donc, ça vous permet en fait un cas très concret, très précis. Vous avez mis un UTM terme dans votre campagne. Cet UTM terme, vous voulez que globalement, quand la recherche, elle contient agence inbound ou agence marketing, l'ensemble de la variable se personnalise soit sur agence inbound, soit sur agence marketing pour justement avoir une expérience plus immersive. Ça, c'est des mécaniques qu'on peut tout à fait mettre en place justement pour avoir quelque chose de encore plus cohérent entre la recherche de l'internaute ou le ciblage qu'on a fait sur cet internaute et la proposition qu'on va lui afficher évidemment face à lui. Une autre façon de développer la conversion, forcément, ça va être de challenger vos assets. Une fois que vous les avez créés, l'objectif après, ça va être de les optimiser. Et quoi de mieux pour ce faire que de passer par de l'A/B testing. Donc, par définition, l'A/B testing, ça va être de diffuser 2 ou plusieurs versions d'un même contenu pour pouvoir comparer les performances et, in fine, garder celui qui fonctionne le mieux. Donc, plusieurs contenus qu'on va pouvoir A/B tester, ça va être tout ce qui va être les call to action pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Un bouton en fonction de quelle couleur, une couleur plus vive, une couleur plus neutre, ou même peut-être un visuel. On va avoir aussi les formulaires, donc plus ou moins de champs. Comment est-ce qu'on fait apparaître les champs? Comment est-ce qu'on demande les informations? Comme on en parlait, les emails, encore une fois, où est-ce que je mets les CTA? Quelle couleur est-ce que j'utilise dans les emails? Les landing pages, même processus, et forcément les visuels. Nous, les conseils qu'on a là-dessus, ça va être vraiment de laisser tourner les versions test pendant un temps que vous avez fixé, que ce soit 1 semaine ou 2 semaines, avant de choisir la version gagnante ou d'effectuer un autre A/B testing. Idéalement, A/B tester seulement un élément à la fois pour être en mesure de tirer vraiment des conclusions pertinentes et toujours tester les wordings, les visuels, mais également les couleurs de certaines sections. Et ce qui va aussi guider le choix de l'A/B testing, c'est aussi l'objectif que vous souhaitez atteindre. Un exemple très concret, les emails, vous voulez augmenter le taux d'ouverture, testez d'abord l'objet. C'est l'objet qu'on va tester, en tout cas des versions d'objets différents, pour justement voir si l'ouverture s'améliore. Vous souhaitez tester le clic, vous voyez l'organisation de vos sitiers, vous voyez la couleur. Voilà. En fonction globalement de la variable que vous souhaitez améliorer et challenger, ça va guider aussi le test et les éléments que vous allez challenger. Donc ça, ce sont tous des éléments sur lesquels HubSpot permet cet A/B testing. Et du coup, comme HubSpot a pas mal travaillé là-dessus, on va pouvoir vraiment analyser toutes ces versions pour pouvoir sélectionner. Et notamment pour les emails, HubSpot vous donne la possibilité, quand vous envoyez un email ordinaire du moins, de lui-même après sélectionner l'email qui aura le mieux fonctionné sur une période de temps et sur un objectif donné. Donc par exemple, le taux d'ouverture ou le taux de clic. Et puis, un des derniers moyens, ça va être forcément d'utiliser le nurturing et le scoring. Donc, j'espère que ce sont des notions qui vous sont familières. Sinon, le nurturing, c'est vraiment le processus d'envoyer une suite de communication en fonction d'un certain nombre d'actions réalisées ou non par un contact. Et le scoring, c'est vraiment l'objectif de pouvoir attribuer un score en fonction de certains critères, donc notamment qui sont collectés grâce à HubSpot dans notre cas. Donc, par exemple, le fait qu'il nous ait fourni telle ou telle information ou le fait qu'il aura visionner telle ou telle page ou télécharger tel ou tel contenu, on va pouvoir lui attribuer un score plus ou moins intéressant, enfin plus ou moins haut, en fonction de nous, l'intérêt qu'on va lui porter, de est-ce qu'il s'agit de notre site principal ou non.
Donc ça, ce sont vraiment deux grands moyens qui vont nous permettre de développer la conversion, parce que l'objectif, une fois qu'on a réussi à collecter nos nouveaux contacts, à collecter de la donnée, ça va être dans un premier temps de nourrir ces contacts avec plus de contenu pour les faire monter en maturité et développer leur engagement, mais également de pouvoir toujours plus les qualifier pour s'assurer qu'ils vont être intéressants ensuite pour que l'équipe marketing puisse les transmettre à l'équipe commerciale avec suffisamment d'informations pour que eux derrière ce soit presque naturel quand ils vont aller les contacter. Et puis bien entendu, un autre des objectifs quand on utilise le nurturing et le scoring, c'est de s'assurer de la qualité de notre base de données. Donc à droite, on vous a mis un petit schéma type de nurturing qu'on peut avoir. Donc une fois qu'on a des critères d'inscription, on va envoyer un premier email et ensuite on va aller voir en fonction de si l'email a été cliqué, si une page a été vue, est-ce qu'on en envoie un autre avec un objet différent ou différents types d'emails. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour pouvoir développer la conversion et la qualité de votre base de données. Et HubSpot va vraiment permettre de pouvoir créer soit plusieurs scorings, mais également pouvoir créer des workflows assez complexes en fonction de vos objectifs et assez variés aussi au niveau des actions. On peut faire quand même pas mal de choses. Là, on est presque dans la phase d'activation, on n'est plus trop dans la phase d'acquisition. Néanmoins, aujourd'hui, le sujet, c'était acquisition de leads qualifiés. Et dans cet objectif de qualification de mon contact et de mon lead, le nurturing et le scoring ont tout leur rôle, même si effectivement, on est à la limite avec la phase plutôt d'activation. Et le scoring peut aussi parfaitement être utilisé pour lancer du nurturing, puisqu'on pourrait dire à partir du moment où un contact a tel score, on peut lancer un certain type d'action aussi automatisée derrière. Exactement. Pour terminer, il nous reste un peu moins de 5 minutes globalement. Nous, on pourra un peu déborder, mais j'imagine que peut-être pas forcément tout le monde. Donc, on termine globalement par quelques conseils sur le suivi justement des performances. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui suivre? Quels sont les indicateurs clés? Ce n'est pas exhaustif, c'est évidemment les principaux, les plus courants. Donc, il y a tous les KPI qui vont être liés au trafic, aux campagnes, aux emails. Donc, on vous a donné un ensemble d'éléments à suivre. Comme je le disais, ce n'est pas exhaustif, vous pourrez évidemment enrichir cette liste. En tout cas, tous les KPI qu'on vous a mis ici sont des KPI qui sont possible de suivre dans HubSpot via des dashboards. Donc là, on vous a mis des captures d'écran de dashboard justement sur tous ces indicateurs-là. Donc la performance globale, ça vous donne une vision globale, comme son nom l'indique, de votre performance de génération de trafic d'un point de vue marketing. C'est la première étape, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. On doit aller plus loin quand on veut connaître la qualité de notre acquisition, la qualité de notre lead gen. Et pour ça, va se passer l'alignement marketing sales. On va suivre des indicateurs qui sont justement liés à notre collaboration avec l'équipe commerciale. C'est ça, donc comme on disait, des KPI pour s'assurer que les contacts sont déjà assez intéressants. Et puis après, vous derrière, pouvoir voir par exemple le taux de passage de MQL à SQL. Donc MQL, c'est les contacts qualifiés par le marketing, tandis que SQL, c'est les contacts qualifiés plutôt par les commerciaux. Donc on a différents types de chiffres pour les alignements, étudier le taux de passage par persona, donc quel persona passe plus souvent en SQL, le nombre de SQL total, et surtout ce qui va être intéressant pour vous, ça va être de savoir aussi sur les contacts que vous avez générés avec vos actions marketing, combien ont ouvert des opportunités et combien derrière en ont closé aussi. Ça va vous apporter encore plus d'informations et plus de force pour après continuer de développer vos stratégies d'acquisition. Et enfin, souvent, évidemment, ce qu'on va nous demander, ce que vont demander les directions générales aux directions marketing, c'est globalement qu'est-ce que vous m'avez généré en termes de revenus cette année ou quelle est votre contribution finalement? Et donc là, on a un ensemble de KPI qu'il est possible évidemment de suivre via HubSpot, comme le chiffre d'affaires global lié aux actions marketing, le chiffre d'affaires par source de trafic, les transactions, le nombre de transactions, le chiffre d'affaires qui a été influencé, puisqu'il ne faut pas non plus sous-estimer un contact qui a été acquis d'une manière X ou Y par un salon, par exemple, et qui demain, 6 mois après, convertit parce qu'il a été exposé à des communications marketing. On ne parle pas de CA lié à de l'acquisition purement marketing, néanmoins, purement marketing digital. Néanmoins, les actions digitales peuvent avoir influencé la décision. Donc, tout ça sont des choses qui vont pouvoir être finalement monitorées, suivies, et qui va être très important, évidemment, de suivre et donc de construire ces dashboards pour votre pilotage au quotidien, même si certains KPI, certains dashboards nécessiteront un peu plus de recul que du jour le jour.
Nous en avons terminé pour cette présentation qui effectivement brosse un certain nombre de sujets de manière un peu globale. Est-ce que du coup il y a des questions par rapport à cette présentation? Est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur certains sujets? J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que toutes les connexions natives liées aux ads avec HubSpot dépendent du niveau de licence? Alors normalement, toutes les connexions publicitaires sont disponibles à partir du moment où vous avez la brique marketing. Après, derrière, ça demande quand même d'avoir des accès sur ces ads en question, donc d'avoir des accès LinkedIn Ads, d'avoir des accès Google Ads, etc. Et même si c'est accessible sur la partie gratuite du marketing, après, il faut être un peu plus avancé dans les licences pour pouvoir lancer, par exemple, tout ce qui va être automatisation derrière et aller encore plus loin sur tout ce qui va pouvoir se faire au niveau de l'envoi des emailing liés à certaines interactions ou à la création des contacts après du lead gen ads, par exemple, ou ces autres actions-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Avez-vous des conseils sur les personas expéditeurs versus les personas prospects? Faut-il rédiger une charte? Alors là, comme ça, je ne comprends pas la question. C'est vrai que la différence entre expéditeur et prospect, qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être que ça, c'est spécifique à votre entreprise. Peut-être si on peut développer. Emmanuel, vous pouvez préciser peut-être la question. Merci Renaud. Merci Thierry. Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'en gros, on a une approche marketing ou une approche sales, enfin globalement personnalisée via un envoi? Est-ce que c'est une personne qui envoie la communication ou est-ce que c'est une adresse générique, par exemple, si je comprends bien la question, Emmanuel? Globalement, ça dépend en fait du niveau de maturité. Ça dépend du niveau de maturité, ça dépend de ce qu'on envoie. Oui, effectivement, généralement, on essaie d'avoir une approche personnalisée à partir du moment où on est dans un cycle de décision avancé. Donc, par exemple, effectivement, si on a des personas différents, décisionnaires, influenceurs, qui vont intervenir à différents moments, on peut avoir des communications qui sont du coup différentes, incarnées par différentes personnes. Là, effectivement, notre préconisation est plutôt là, mais uniquement, on va dire, quand on est dans une phase de décision plutôt avancée. Sinon, ça devient potentiellement un peu compliqué à gérer. On n'est pas à l'abri aussi qu'un persona ne soit pas tout à fait identifié dès le début. Et donc, finalement, prêt d'avoir beaucoup de personnalisation beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, c'est plutôt à une phase commerciale ou avancée, en tout cas dans le cycle de décision, qu'on mettra en place ces mécaniques presque one-to-one. En tout cas, c'est sûr que c'est bien de définir des scénarios différents en fonction aussi des phases de décision pour être sûr qu'on arrivera à couvrir un petit peu tous les cas d'usage qu'on pourra rencontrer. Et ça, typiquement, Emmanuel, ça demandera peut-être des licences spécifiques, puisque ça implique parfois des séquences, donc les séquences commerciales, donc qui sont faites par un sales ou un représentant donné. Et si on veut avoir cette approche one-to-one, c'est des sièges qui sont payants. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? A priori, on est bon. En tout cas, merci pour votre participation. On espère que du coup, ça vous a plu. Ah, une petite dernière question. Est-il préférable de faire des annonces search sur HubSpot ou sur Google Ads directement? Alors, effectivement, on est en capacité aujourd'hui de créer l'ensemble de la campagne depuis HubSpot. C'est plus une question de pratique. Moi, je suis très... on pilote les campagnes, on crée les campagnes dans les outils concernés. Mais après, voilà, il n'y a pas de contre-indication particulière à faire l'une ou l'autre. Globalement, vous serez limité en fait plutôt sur HubSpot à un moment ou un autre dans certains cas sur ces paramétrages. Mais sinon, après, voilà, il n'y a pas de problématique. Donc, vous avez connecté votre Google Ads et votre HubSpot. Tout le tracking, les UTM, etc. sont mis en place. Donc, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça.
Après, je crois qu'il y a tout ce qui va être extension qu'on ne peut pas forcément Oui. générer depuis HubSpot. Du coup, même si on peut faire tout ce qui va être le paramétrage des mots-clés, des annonces et des campagnes à proprement parler, il faudra toujours retourner dans Google pour aller encore un petit peu plus loin. Mais ça paraît logique parce que Google est l'outil phare et principal et HubSpot est venu se plugger derrière pour pouvoir tout centraliser. De rien. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Vous recevrez le replay Ouais. de ce webinaire et la présentation suite dans la journée normalement, en tout cas d'ici la fin de semaine au plus tard. C'est ça. Bonne journée à tous et puis vu l'heure, bon appétit. Au revoir, à bientôt. Au revoir.